Bien, donc bonjour. Alors, on va avoir le plaisir d'écouter Jean-Clément Martin, qui va donc nous parler de la guillotine et des émotions autour de la guillotine. Et on m'a demandé, il y a très peu de temps, quelques minutes, de présenter Jean-Clément Martin. Donc, vous me pardonnerez si je ne fais pas une présentation complète de son parcours et de son itinéraire. Alors, simplement, donc, Jean-Clément Martin, c'est quelqu'un qui avait commencé en fait à faire son travail de recherche pas très loin d'ici, dans le département des Deux-Sèvres. Et c'était la première thèse sur les faillites au XIXe siècle. C'est une thèse qui n'a pas d'équivalent. C'est pas un sujet donc facile, mais c'est un sujet évidemment qui est absolument donc indispensable. Et vous avez donc une version qui est toujours en cours, qu'on peut donc lire, hein. Donc je vous conseille très fortement donc à l'issue de cette conférence, voilà, de vous précipiter. Et puis comme on a un week-end voilà, qui s'annonce à partir de demain, voilà, donc on ne sait jamais. Alors ensuite, plus concrètement, donc Jean-Clément Martin est un spécialiste reconnu de la période révolutionnaire, de la Révolution française. Et d'un point de vue donc de sa trajectoire professionnelle, il a terminé, si je puis dire, sa carrière en étant donc à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en étant le titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française. Donc pour les travaux sur la Révolution, c'est évidemment le centre essentiel. Et Jean-Clément Martin a travaillé plus particulièrement sur deux aspects qui l'ont fait connaître de la communauté des historiens, des historiennes, mais aussi donc très largement au-delà. Le premier axe, si je peux dire, c'est autour de la mémoire et histoire. Alors, ces questions-là, donc aujourd'hui, évidemment, sont abondamment rabattues. Il y a toute une série de travaux, mais Jean Clément donc a été vraiment donc le pionnier donc dans ce domaine-là. C'est pas de la flagornerie, hein, je crois qu'on peut le dire. Et donc, évidemment, il fallait qu'il puisse occuper donc un terrain qui reste toujours d'actualité parce que il y a des débats. Et ce terrain, c'est notamment plus particulièrement celui de la Vendée. Et donc le sort de la Vendée et des Vendéens pendant donc la Révolution française. Et donc vous l'avez compris, un autre axe de recherche parallèle à celui-ci, c'est la question de la guerre civile. Et donc la guerre civile et les fractures intérieures restent aussi aujourd'hui donc essentielles parce qu'on a en quelque sorte une sorte de matrice pour pouvoir comprendre à la fois des conflits, des déchirements internes plus anciens, mais aussi pour pouvoir donc comprendre la société française au XIXe et au XXe siècle. Alors, par rapport à ces avancées, donc Jean Clément a fait aussi toutes sortes de travaux. Alors, je préfère pas les énoncer parce que je risque d'en oublier, donc ça mettrait à ce moment-là de guingoise à la présentation donc de ces publications. Mais depuis quelque temps, donc il connaît donc un regain de réalisation donc d'ouvrages assez impressionnants. Et si vous vous intéressez, et il faut s'intéresser donc à la Révolution française, voilà, n'hésitez pas. Vous avez donc la table de vente et j'ai pas d'action, donc je peux faire de la publicité de manière totalement donc désintéressée. Mais le dernier livre qu'il a publié, c'est tout à fait donc passionnant. C'est une interrogation sur la terreur. Hein, que peut-on en dire? Que peut-on observer? Qu'est-ce que ça pose comme question à la fois aux chercheurs qui travaillent sur la terreur, mais aussi donc à notre société? Hein, vous savez que dans l'espace franco-français, on a toujours eu des difficultés donc à traiter d'un certain nombre de sujets. La terreur en est un. La guerre d'Indochine, quand on regarde par exemple l'ouverture des archives, vraiment avec parcimonie, en est d'autres. Il y a d'autres épisodes, mais évidemment donc là, c'est quelque chose qui est absolument donc central. Merci Frédéric de cette présentation qui renvoie aussi à des travaux anciens et un petit peu maintenant un peu oubliés. Alors ce que je voudrais... Bon, merci aussi de l'invitation qui m'a été faite de parler dans ce cadre des journées Michel Foucault autour de l'émotion. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est une réflexion autour d'une étude de cas. Comment est-ce quelle place et quel rôle peut-on assigner aux émotions dans la compréhension de l'histoire et je dirais aussi et surtout dans l'utilisation de l'histoire. Il me semble que c'est ça ce que je voudrais essayer de, en 40 minutes, pour respecter un peu du temps pour un débat libre, mais j'espère que je ne vais pas, moi, déborder, je vais essayer d'y faire attention. Et le point de vue que j'adopte, c'est bien sûr le point de vue
de cette discipline particulière qui est l'histoire. Quand je dis discipline particulière, c'est parce que c'est une discipline bizarre en définitive, qui au-delà des aspects scientifiques met en relation les morts et les vivants. Et il me semble que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est faire de l'histoire, c'est aussi participer au deuil collectif, c'est participer à ce rapport au passé, et c'est participer bien sûr à la constitution de ce que nous sommes aujourd'hui pour affronter l'avenir. Donc faire de l'histoire, c'est quelque chose qui de toute façon est lié à l'émotion, est lié aux affects, et quelque chose aussi, une discipline qui a comme avantage et inconvénient de rappeler que chaque époque est différente de celles qui ont précédé, et que lorsque nous devons juger et notre époque et les époques précédentes, il faut faire l'effort absolu de revenir sur ce qui a changé dans les relations autour des émotions, parce que rien n'est comparable. Et de ce point de vue-là, et c'est pour ça que la période de la Révolution est absolument fascinante, quand on rentre dedans, je dirais, on n'en sort pas, c'est que la Révolution, outre ce qui s'est passé, c'est aussi le moment où il y a eu un renouvellement complet des registres émotionnels, et où d'un seul coup, ce qui était admis est devenu contesté, et on voit de nouvelles émotions apparaître. Et faire cette étude de cas, c'est précisément possible à propos de la guillotine. Et la voilà. Et ben voilà. La guillotine, c'est toujours des émotions. Bon. Même quand on sait qu'on ne risque plus de passer dessous. La guillotine que vous avez derrière moi, c'est une guillotine qui était présentée, je pense qu'elle n'y est plus, hein, au musée de Marseille, le Mucem. Et je dirais, je ne suis pas sûr que ce soit une guillotine absolument authentique, mais elle a cet avantage énorme d'être présentée avec un personnage à côté qui donne la taille. Et on a là, je dirais, la présence de cette machine qu'on va oublier. Allez, voilà, on va revenir, on va la faire disparaître, merci, et on va revenir à sans émotion à un discours. Donc la guillotine, on l'a vu et on peut maintenant en parler, c'est une machine qui en définitive provoque la fascination, parce que c'est à la fois l'inacceptable, l'insupportable, et c'est aussi une machine qui a été précisément, et c'est ça le paradoxe qu'il faut expliquer et qu'il faut comprendre, cette machine a quand même été inventée pour créer une situation de justice et une situation de disparition des supplices qui, précisément, est aujourd'hui complètement oubliée. Quand on est face à la guillotine, c'est l'émotion qui prime et ce n'est pas du tout le rappel de ce qui s'est effectivement passé. Et ce que je voudrais essayer de faire dans les 35 minutes qui restent, c'est essayer de vous proposer qu'on prenne les bonnes distances vis-à-vis de cet objet-là et les bonnes distances vis-à-vis des émotions qui lui sont attachées. Pour commencer, et il faut commencer par ça, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut quand même rappeler les conditions dans lesquelles la guillotine entre dans l'histoire nationale, c'est-à-dire très précisément lorsque, le 9 octobre 1789, un député de l'Assemblée que tout le monde croit connaître, le fameux docteur Guillotin, député, propose tout simplement une loi dont je vais lire 2 articles seulement. L'article 29, « Les mêmes délits seront punis par le même genre de supplice, quel que soit le rang et l'état du coupable. » Article 30, « Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel aura la tête tranchée. » On est en octobre 1789 et ce qui est immédiatement compris par l'ensemble des députés qui, en octobre 89, approuvent
pratiquement tous, il n'y a pas d'opposition ouverte, hein, approuvent pratiquement tous la proposition de Guillotin, c'est que cette proposition apparaît, comme le dira un autre député, qu'il s'agit, je cite, de rendre les hommes égaux devant la loi comme ils le sont aux yeux de l'être suprême, d'effacer de notre code pénal des supplices stérilement barbares, de détruire le malheureux préjugé qui jusqu'à présent avait frappé de déshonneur et d'infamie une famille entière pour une faute commise par un de ses membres. Et ce qui est attendu, je cite toujours le même député qui s'appelle Guillaume, la peine de mort prononcée trop indistinctement diminue l'horreur pour le crime par la pitié qu'elle fait naître souvent en faveur du coupable. Réflexion qui mérite d'être méditée. Et Guillaume ajoutait tout de suite, je vous proposerai donc de réserver le dernier supplice pour les forfaits les plus atroces. Ce qui veut dire, si on le dit rapidement, si on le résume, que ce qui est en jeu en octobre 1789, c'est de créer une machine qui permette précisément d'abolir tout le système de la justice criminelle précédente, de supprimer les supplices, puisque la peine de mort ne doit pas être précédée d'un quelconque supplice, et puis surtout que la peine de mort ne sera pas non plus une peine infamante. Ce qu'on oublie toujours aujourd'hui, puisque jusque-là, la peine de mort était infamante et qu'elle rejaillissait sur les parents, sur les alliés des condamnés, qui au besoin éventuellement étaient bannis des lieux dans lesquels ils résidaient. Guillotin insiste même pour que le corps des suppliciés soit rendu aux familles, c'est-à-dire qu'une fois que la dette a été payée auprès de la société, eh bien, il y a eu là en quelque sorte la clôture de la poursuite, il y a une réconciliation qui s'est opérée par la participation du condamné à cette justice nationale et en quelque sorte il y a là la nécessité d'absoudre définitivement les actes commis. Donc cette peine de mort qui est inscrite ainsi dans la loi en 1789, il faut la comprendre pour ce qu'elle est. Elle est véritablement là une avancée sociale par rapport à ce qui existe en France, mais elle est surtout une avancée sociale par rapport à ce qui existe pratiquement dans l'ensemble du monde. En 1789, il n'y a qu'un État assez paradoxalement à avoir supprimé la peine de mort, c'est le duché de Toscane. Je dis paradoxalement parce qu'il est dirigé par le grand-duc de Toscane, qui sera ensuite l'empereur d'Autriche et qui sera parfaitement contre-révolutionnaire, mais qui, en l'occurrence, alors qu'il est grand-duc de Toscane, applique des idées des Lumières et a réussi à abolir la peine de mort dans son État. Ça permet de comprendre que lorsque le docteur Guillotin meurt de mémoire en 1811, on le présente comme un ami de l'humanité dont la mémoire a été ternie, puisque précisément, tout le monde le sait bien, contre son gré, contre son avis, l'objet qui va naître va s'appeler guillotine, alors que si le docteur Guillotin en a proposé le principe, ce n'est pas lui qui a organisé la fabrication de l'instrument, c'est un autre docteur, le docteur Louis, qui, entre 1790 et 1792, va présider en quelque sorte à la fabrication des premières guillotines, à leur expérimentation. Et dans un premier temps, on avait même pensé que cette machine allait s'appeler la Louison, ce qui ne plaisait évidemment pas non plus du tout au docteur Louis, si bien que finalement, c'est le docteur Guillotin et ses descendants qui ont hérité en quelque sorte de cette espèce d'infamie qui va être liée rapidement à la guillotine et qu'il faut expliquer. Alors, revenir quand même, et c'est ce passage qu'il est absolument nécessaire de faire, revenir sur cette invention qui nous choque et qui est présentée malgré tout, et je dirais, alors je le dis en toute simplicité, comme vraiment une avancée dans la justice criminelle et une avancée positive en 1789. Ce qui est visé en définitive par l'invention de la guillotine, c'est de supprimer ce qui s'appelait auparavant l'éclat des supplices. Et il faut bien, je crois, peser le sens des mots.
vous l'avez tous dans la tête, mais je crois qu'il faut vraiment bien comprendre que jusqu'en 1788, parce qu'un des premiers tournants a lieu en 1788, mais jusqu'en 1788, il va y avoir en France, dans la monarchie, à peu près 1 millier d'exécutions capitales par an dans l'ensemble du royaume. La majorité de ces exécutions sont des pendaisons. Je ne vais pas vous rentrer dans trop de détails, mais il faut voir que la pendaison est une souffrance absolument inouïe et par-dessus le marché, bien sûr, une peine d'autant plus infamante qu'elle se fait en public, en général devant un grand concours de personnes, et que souvent les condamnés vont rester, enfin à la fin du XVIIIe siècle c'est un peu moins vrai, mais autrement les condamnés restaient assez longtemps aussi accrochés au gibet ou présentés sur une roue. Donc le spectacle de la pendaison, bien sûr les exécutions capitales par décollation, par décapitation, mais qui étaient réservées aux nobles, et puis ces grandes séquences de mise à mort absolument épouvantables que sont les écartèlements. Celui que vous avez certainement en tête, c'est 1757, l'écartèlement de Damiens qui va durer entre 6 ou 7 heures de rang, et puis aussi le supplice de la roue, lorsqu'on rompt le condamné sur une roue et qu'on va le laisser mourir ensuite. Et l'exemple, le dernier exemple qui marque les esprits, bien sûr, et qui marque les esprits au XVIIIe siècle, c'est 1762, lorsque le protestant Calas en est en quelque sorte la victime. Donc on a affaire là à des supplices qui sont extrêmement importants, qui ne sont rien, et je pense que là aussi il faut l'avoir en tête, qui ne sont rien en définitive à côté des mises à mort qui sont opérées à ce moment-là et qui dureront jusqu'en 1832, notamment par la Grande-Bretagne, qui a en quelque sorte là des habitudes de mise à mort que je trouve assez carnavalesques en définitive, puisqu'on peut condamner à la pendaison, à la décapitation et au démembrement la même personne en procédant avec un minimum de précaution pour qu'il soit décapité après avoir été pendu sans être complètement mis à mort. Donc on a des choses qui sont assez abominables, et la pratique du démembrement, de la parcellisation des corps, c'est quelque chose qu'on va trouver assez fréquemment en Grande-Bretagne ou qu'on va trouver aussi au Danemark. Donc on a affaire là à un spectacle de la mise à mort qui est réservé aux souverains, et un spectacle de la mise à mort qui a été progressivement, en quelque sorte, envahi par les émotions, envahi par la théâtralisation de la mise à mort, parce que ce qui doit rester aussi dans nos consciences, c'est que ce qui s'était mis en place à partir du XIVe, XVe siècle, c'était précisément l'inverse. C'était de donner aux souverains et aux souverains seuls le monopole de la violence extrême, le monopole de la mise à mort, et que c'était dans cette voie-là qu'il y avait eu cette centralisation en France de ce monopole de la violence aux mains du souverain seul, qui le déléguait au bourreau, qui était soigneusement délégué pour exercer lui et lui seul cette mise à mort. C'est-à-dire le bourreau et le souverain étaient en quelque sorte là les représentants du pouvoir suprême, ce pouvoir qui peut mettre à mort les sujets qui sont dangereux et criminels. Et il y avait là une voie, en quelque sorte, ce qui peut paraître paradoxal, mais je vous jure qu'il faut bien le comprendre comme ça, c'était bien là une voie pour canaliser les violences qui auparavant pouvaient être exercées par de multiples intervenants, et essayer précisément d'empêcher que cette violence puisse exploser dans l'ensemble du pays et qu'elle soit canalisée. Donc on avait affaire en quelque sorte à une espèce là de perte du sens du contrôle du monopole de la violence par l'État, et cette perte de sens s'était opérée progressivement à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, quand vraiment la théâtralisation avait emporté en définitive cette volonté de canaliser. Pour la mort de Damiens en 1757, on sait notamment que Louis XV, contre lequel Damiens avait fait un attentat en définitive assez anecdotique, Louis XV était contre
contre, en définitive, la mise à mort de Damien. Mais que Louis XV, tout roi qu'il était, ne pouvait pas aller contre les lois du royaume et ne pouvait pas aller contre la juridiction. En même temps, et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que autour de ce couple extraordinaire du bourreau et du souverain, il y avait là une fantasmagorie extraordinaire. Le bourreau était en même temps hors de la société et complètement dedans. L'idée du bourreau vivant dans les faubourgs et méprisé, c'est absolument pas vrai. Les bourreaux, comme les Samson à Paris, c'était des familles tout à fait notables qui avaient des privilèges absolument considérables et qui avaient aussi la possibilité de vendre, excusez-moi, c'est pas très agréable ce que je vais raconter, mais de vendre bien sûr une partie des produits en quelque sorte des exécutions capitales, dont la graisse humaine qui était commercialisée à ce moment-là et qui sera commercialisée jusque dans les années 1810. Bon, donc on a affaire là à, jusque dans les années 1780-1788, on a affaire là à cette espèce d'usage de la peine de mort dans ses rapports complexes, et c'est précisément ça que l'invention de la guillotine rompt. Elle rompt, et je parlais de 1788, elle rompt parce que celui qui avait en quelque sorte lancé cette réforme, c'était le roi. À partir de 1788 précisément, parce qu'il y avait tout ce courant de réflexion après la mort d'Amiens et la mort de Calas, un courant de réflexion qui avait atteint la cour et la magistrature, et la torture préalable avait été abolie. On était bien rentré là dans un courant que l'invention de la guillotine, en quelque sorte, accompagne, et peut-être accompagne jusqu'à un point culminant, puisque si on invente la guillotine, on maintient à la quasi-unanimité la peine de mort, comme vous le savez. Et ça, sur ce point-là, il est nécessaire d'avoir une toute petite réflexion. Le grand débat qui va avoir lieu pendant la Révolution sur la peine de mort, c'est un débat qui se déroule notamment le 30 mai 1791, et je pense que tout le monde a dans la tête l'intervention de Robespierre qui est très connue pour dire qu'il est hostile au maintien de la peine de mort et qu'il considère que la peine de mort judiciaire est, je cite Robespierre, un assassinat solennel. Et ce qu'il dénonce dans la peine de mort, c'est son inutilité, et il appelle à la sensibilité humaine le soin de supprimer cette peine de mort. Robespierre est pratiquement le seul hostile au maintien de la peine de mort, pratiquement le seul dans l'Assemblée à se prononcer pour l'abolition de la peine de mort. Mais quand il fait ce discours, il me semble que malgré tout, en appelant aux sensibilités, il gomme en définitive les problèmes politiques qui sont posés par le maintien ou l'abolition de la peine de mort, et qu'il ne répond pas à deux intervenants qui le précèdent, le député Duport et le député Prunion, qui plaident pour un examen plus approfondi de la question, Duport estimant qu'il est trop tôt pour se prononcer sur la question, et Prunion pour dire, je le cite, Prunion, parce que c'est un personnage dont le nom est un peu ridicule, mais qui va jouer un petit rôle, mais pas un rôle totalement négligeable dans la Révolution, et qui avait adopté une autre position que je vais citer. Donc Prunion, le 30 mai 1791, je cite, « Je demande donc que la peine de mort soit conservée pour les criminels de lèse-nation, les assassins, les empoisonneurs, les incendiaires et les fabriqueurs, je cite, de faux assignats, sans que jamais ils puissent être pratiqués au-delà de la simple mort, rappelant que la prison favorise les riches qui peuvent payer pour obtenir un certain confort. » Donc la peine de mort limitée à des cas très précis, et la peine de mort comme égalité sociale entre riches et pauvres, comme la décapitation est une égalité entre nobles et roturiers. Et il me semble que de ce point de vue-là, les positions de Robespierre, qui tout aussi respectables qu'elles soient, ne sont pas en quelque sorte adaptées aux circonstances, puisque
on voit bien que Robespierre ne s'était pas prononcé préalablement sur ce qui s'était passé en 1789, et on sait bien que Robespierre, 2 ans plus tard, va réclamer la tête du roi. Donc il y a quelque chose là qui mérite d'être compris, et qui mérite là d'être vu dans tous les paradoxes de cette difficulté à réagir vis-à-vis de la guillotine. Et il me semble que ça permet de poser les questions comme ça. On passe par l'intégration précisément des émotions. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est tous ces députés, ce qu'ils ont voulu faire, c'est se garantir des émotions. C'est essayer de mettre une justice qui soit mécanique, et le terme est de l'époque, c'est-à-dire une justice qui ne soit pas liée aux passions humaines, que le bourreau lui-même, à la limite, n'intervienne pas directement, puisque c'est un mécanisme qui appliquera la peine de mort. Donc on essaie là de s'éloigner des passions, et manque de chance, ce n'est pas possible. Et il me semble que c'est ça qu'il faut maintenant voir. Pourquoi est-ce que les émotions ont finalement pris le dessus? Les émotions ont pris le dessus parce que dès le début de la Révolution, ce qui se passe, malgré les députés, contre les députés, je dirais, à la limite, c'est que précisément la Révolution commence par des décapitations, commence par des actes violents, vous les avez en tête, mais il me semble qu'il faut, avant d'en parler, il faut déjà penser que c'est vrai dès 1788. Je plaide, moi, pour que la date initiale de la Révolution soit avancée avant 89 et que ce soit dès les grandes émeutes de la fin 1788 qui sont tout à fait analogues à celles qui se produisent un an plus tard, qu'on comprend, qu'on accepte de parler de révolution. Et bien sûr, l'événement qui, en revanche, est, si j'ose dire, dans toutes les têtes, c'est bien sûr la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, avec les décapitations, notamment du gouverneur de la Bastille. Ce qu'il faut comme rappeler à ce moment-là, c'est que précisément là, cette décapitation a été faite, on le sait très bien, hein, par un individu tout seul qui s'appelle Desnaux, qui a découpé la tête avec son canif, il était bouché, et qui, dans un premier temps, se cache, parce que pour lui, il a commis quelque chose de dangereux et de criminel, et le malheureux Desnaux, si j'ose dire, met au moins 24 heures pour comprendre qu'il n'est pas vu comme un criminel par l'ensemble des Parisiens, mais au contraire comme un patriote qui mérite la reconnaissance. Et c'est au bout de 24 heures qu'il va, en quelque sorte, revendiquer son acte. Ça s'arrêtera là pour sa carrière politique. Et il va y avoir 2 meurtres qui sont essentiels à comprendre dans cette histoire-là. C'est les meurtres de Berthier et de Foulon, un ancien ministre et un ancien intendant, le 22 juillet 1789. Donc 2 personnages extrêmement importants de la monarchie qu'on arrête dans Paris, qu'on torture, il n'y a pas d'autre mot, qu'on va pendre, dont on va découper la tête, dont on va arracher le cœur. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que devant ces actes qui sont des actes de sauvagerie, on ne va pas tourner là, cette fois, sa langue dans sa bouche pour qualifier cela, de sauvagerie qui renvoie à des habitudes de violence archaïque, on peut le dire comme ça, eh bien, les députés, dont Barnave et dont Robespierre, adoptent des positions extraordinairement prudentes. On va accepter, on va passer sous silence ces actes meurtriers et on va essayer de les canaliser. C'est dans ce cadre-là que la guillotine est inventée, et c'est précisément dans ce cadre-là que la guillotine est débordée par les émotions. Alors débordée parce que les massacres de septembre que vous avez aussi en tête, au moment même où la guillotine commence à devenir un instrument qui est rodé, qui commence à fonctionner, les massacres de septembre montrent qu'à l'évidence, le peuple révolutionnaire ne se satisfait pas de la guillotine, au moins dans un premier temps. Parce que le peuple révolutionnaire a été dérouté par la guillotine. Le spectacle, je le dis aussi sans aucun cynisme, parce que c'est comme ça que les gens l'ont ressenti, le spectacle était
décourageant. Ça allait beaucoup trop vite. Et un certain nombre de gens réclamaient qu'on leur rende, je cite, les pendaisons. Parce que là, au moins, ils en avaient pour leur argent. Un certain nombre de gens, vous savez, louaient quand même des balcons, hein. Donc, il y avait là un spectacle qui était perdu. Or, ce qui va se passer, c'est que ce spectacle perdu va être un spectacle qui va revenir en usage. Et c'est ça qui est extraordinairement troublant. Ce spectacle revient en usage de deux façons. La première façon, c'est que si la guillotine va, en quelque sorte, va exécuter des individus 1 minute par individu, hein, donc c'est vraiment extraordinairement bref, et c'est minuté, hein, c'est chronométré par un certain nombre de spectateurs. Ce qui va se mettre en place, en revanche, c'est cette lente mise en scène. On va s'arranger pour envoyer les condamnés dans des charrettes qui vont traverser 1,5 km dans Paris, hein, que ce soit vers la place de la Concorde à partir de la Conciergerie ou vers la place de la Nation, c'est 1 km ou 2 km, mais le trajet va durer 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a là une mise en scène du trajet qui permet en quelque sorte à tout le monde d'y trouver son compte. On va pouvoir danser autour des charrettes, injurier les condamnés et ainsi de suite. Donc il y a là une manipulation de la théâtralisation. Je ne l'ai pas dit et je le regrette aussi, personne n'a imaginé de mettre la guillotine au ras du sol. La guillotine est bien sûr un échafaud pour que tout le monde voit ce qui se passe. Donc on est bien là sur une scène de théâtre. Sur une scène de théâtre aussi, autour de laquelle se jouent des enjeux archaïques aussi. Des enjeux archaïques, puisque on le sait notamment au moment de la mort du roi, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Un certain nombre de spectateurs, malgré la présence d'un cordon de troupes extraordinairement serré, un certain nombre de spectateurs vont réussir à se précipiter ou au moins avoir accès au sang du roi pour que des mouchoirs soient imprégnés du sang du roi et deviennent des reliques. Donc, et ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les esprits à ce moment-là, d'autant plus que, on le sait, même si ça a été exagéré par l'historiographie, il y a un certain nombre de gens qui, comme ils venaient auparavant assister aux pendaisons, viennent assister régulièrement aux exécutions, en quelque sorte pour noter les acteurs. C'est les fameuses tricoteuses dans l'historiographie qui attendent tout simplement que les condamnés meurent avec dignité ou éventuellement soient insultés parce qu'ils n'ont absolument aucune dignité. On est là dans une émotion qui a totalement envahi la guillotine au-delà de tout ce qui était imaginable et qui est partagée autant par les spectateurs que, si j'ose dire, par les acteurs, puisque, et ça on le sait, et ça marque aussi beaucoup les imaginations, c'est que la montée à l'échafaud est considérée aussi comme le passage qu'il faut réussir vis-à-vis de tous les spectateurs qui sont là. Il y a une dignité à mourir, il y a une bravache à exercer. C'est le cas tout simplement de la mort du roi ou de la mort de la reine, qui sont absolument d'une dignité admirable, même quand ils sont, comme la reine, extraordinairement malades. Mais c'est le cas de très nombreux condamnés qui, au pied de l'échafaud, vont jouer un petit ballet. C'est l'exemple en décembre 1793 d'un Nantais qui est condamné à la guillotine en même temps que le duc d'Orléans et qui s'efface devant lui en disant « à tout seigneur, tout honneur ». C'est le cas, bien sûr, de Danton, dont on connaît la réplique. C'est le cas de tous ces gens qui vont s'embrasser au pied de la guillotine ou les carmélites qui vont, vous savez, chanter au pied de la guillotine jusqu'à la dernière qui chante avant de monter à l'échafaud. Et puis c'est le cas aussi de ces aristocrates que le peuple parisien alors déteste complètement parce qu'il y a un exemple qui est connu. Il y a dans une charrette 4 jeunes gens qui vont à la guillotine comme on va au bal, qui adressent des petits signes à tous ceux qu'ils rencontrent et qui sont très heureux en quelque sorte et qui s'embrassent au pied de la guillotine. Et là, c'est une insulte, bien sûr, à la justice révolutionnaire. Donc, l'émotion a submergé la guillotine complètement et l'émotion l'a aussi dépassée pour une autre raison, c'est que la guillotine est considérée comme trop lente,
trop inefficace et que la guillotine, à partir de la fin 1793, elle est aussi trop chère et elle va être réservée en définitive à une minorité de gens qui passeront devant les tribunaux alors que les autres seront fusillés, massacrés ou noyés, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la guillotine se révèle de ce point de vue-là bizarrement un instrument insuffisant pour exprimer la violence révolutionnaire. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire l'identification que nous avons de la guillotine à la Révolution et de la guillotine à ce qu'on appelle la terreur, c'est une invention qui n'est pas du tout partagée jusqu'en 1793 et qui s'impose précisément en 1794. Et ça, c'est aussi le tournant sur lequel il faut insister, parce que c'est sur ce dernier tournant que se construit toute notre relation d'aujourd'hui à la guillotine. C'est à partir du moment, mars 1793, quand on envoie les meneurs sans culottes à l'échafaud, et Robespierre joue un rôle important dans cette élimination. Et puis surtout, bien sûr, Thermidor, juillet 1794, lorsque les adversaires de Robespierre vont envoyer Robespierre et tous ses amis réels, proches ou supposés, une centaine de personnes en 2 jours à la guillotine. Et à ce moment-là, il y a là ce grand renversement, l'identification de la guillotine à Robespierre. Et ce passage-là, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention historiographique, ce n'est pas une invention romantique, c'est, et je pèse mes mots, une création politique pensée. C'est-à-dire qu'à partir de mai et surtout de juin 1794, ceux qui sont en train de s'opposer à Robespierre vont provoquer des complots dans les prisons pour augmenter le nombre d'envois de condamnés à la guillotine, vont organiser là de grandes charrettes qui traversent Paris. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce que je dis en ce moment n'est pas très agréable. C'est qu'il y a l'aller et le retour, si j'ose dire, que ces charrettes emmènent des individus vivants et les font traverser morts et sanguignolant tout Paris. C'est-à-dire que là, selon souvent les mêmes trajets vers différents cimetières, et qu'on crée là, et on le trouve dans les rapports de police, vous créez là une nausée de la guillotine qui est clairement imputé à Robespierre. C'est Robespierre qui va être le responsable à partir de juin, donc un mois avant son exécution. À partir de juin 1794, c'est Robespierre déjà qui est accusé d'envoyer les individus à la guillotine. Et lorsqu'il est exécuté, un mois plus tard, non seulement on l'accuse de tout cela, mais on va l'accuser bien plus d'avoir été l'instigateur, l'organisateur de ce qu'on appelle la terreur. En 2 mots, et je maintiens là à toute vitesse quelque chose qui me semble essentiel, personne n'a mis la terreur à l'ordre du jour jusque-là. La terreur n'était pas dans la loi. On attend que Robespierre meure, on l'identifie à la terreur, et d'un seul coup, la terreur devient ce qu'elle est aujourd'hui dans nos têtes, la dénomination de tout ce qui s'est passé au préalable, au passage, ce que Robespierre précisément dénonçait et ne voulait pas. Donc on a là une invention, un lien entre guillotine, révolution, guillotine et terreur, et Robespierre devient notamment l'inventeur d'une guillotine à 7 fenêtres, l'inventeur de caniveaux à sang qui s'appellent des sanguiducs. Je vous passe les détails, et il y a là quelque chose qui me semble essentiel, que nous avons tous, si j'ose dire, dans la tête encore, c'est ce romantisme de la tête coupée. Les têtes coupées, thème biblique bien sûr, et qui a été régulièrement rappelé tout au long de l'histoire. Et là, on repart, si j'ose dire, avec en plus l'attrait de la mécanique dans ce rapport de fascination avec Méduse, avec la tête qui parle, avec les gens qui sont décapités et qui ont perdu leur chef. Et tout le romantisme va être en quelque sorte marqué par cette problématique, y compris même Victor Hugo. Quand Victor Hugo va dénoncer la peine de mort dans le dernier jour du condamné, Victor Hugo, dans une note, rappelle que finalement il considère ce livre, je cite, comme le livre de la tête coupée, et que Victor Hugo, écrivant son livre, avait pensé au poète Chénier guillotiné juste avant la mort de Robespierre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est que
finalement, au travers de la Révolution, au travers de cet épisode de 1794, on a oublié la terreur, la guillotine, pardon, lapsus révélateur. On a oublié la guillotine comme instrument de justice et on a considéré la guillotine uniquement avec sa charge émotionnelle pour la considérer comme le synonyme de ce qui était devenu l'insupportable de la Révolution. Ce qui n'a pas empêché qu'on ait continué à la garder précisément dans la République jusqu'en 1981. Et il me semble que ça permet de comprendre, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, ce que j'appellerais moi la schizophrénie nationale autour de la guillotine. Et il me semble que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Tout ce que je viens de vous dire, c'est cette fascination, ce rejet, et puis en même temps, s'il vous plaît, voilà, la plaisanterie. C'est la présentation là, le titre est là, c'est un livre pour la jeunesse. C'est Robespierre, guillotiné, et c'est tout le côté, je dirais, rigolo de la guillotine qui fait que dans les fêtes du 14 juillet, quand on organise ça dans les communes, il y a en général une petite guillotine qui fait 1,5 m, dans laquelle le père de famille glisse la tête et qui est photographié par les enfants. Et il me semble que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce que je viens de vous dire n'a pas empêché qu'on ait à la fois cette espèce de, comment dire, de reconnaissance bizarre de la guillotine comme cet instrument national qui a identifié la Révolution française à quelque chose de neuf et à quelque chose finalement qui nous change, qui introduit une nouveauté dans l'histoire du monde et qui fait aussi, et il faut bien c'est là-dessus qu'il faudrait conclure pour de bon, qui fait que cette guillotine, elle va être régulièrement présente dans l'ensemble des films qui parleront de la Révolution. Et quand on fait le total des films qui ont traité de la Révolution, on se rend compte que les 3/4 des films, depuis le début jusque dans les années 1990, sont des films d'inspiration contre-révolutionnaire, présentant finalement favorablement les contre-révolutionnaires, les victimes avec un peu d'empathie et condamnant la guillotine. Mais on est là dans cet entre-deux dans lequel, à mon sens, nous sommes toujours et sur lequel il faut réfléchir parce que finalement, entre la justice, la prise de distance et la permanence des émotions, il me semble que nous sommes toujours là dans une espèce de confusion des choses dont nous ne sommes pas dépris. Je vous remercie. La parole est libre, il n'y aura pas de couperet sauf le temps. Merci beaucoup de cette magnifique conférence. J'ai une question. Vous avez évoqué justement la théâtralisation paradoxale de la guillotine, alors qu'initialement, ce nouveau moyen de mise à mort était destiné à mettre fin aux émotions. Et en fait, comment s'est décidé, qui a mis en place ce rituel avec les charrettes? Est-ce que ça a été décidé quelque part? Oui, vous avez raison, c'est une très bonne question. On est là, et j'aurais pu le dire autrement, on est prisonnier là des habitudes. C'est-à-dire que la décision est prise de créer une machine. Bon, je n'ai pas pris le temps de rentrer dans les détails parce que le temps manque toujours. Mais cette machine, donc, dont le principe est décidé en 1789, et commence à être mise en application à partir de 1790. Et la guillotine c'est un processus assez lent où il va y avoir 2 inventeurs qui vont proposer des guillotines. Et le premier inventeur, au passage, propose une guillotine de mémoire qui doit coûter 1800 livres, quelque chose comme ça, c'est-à-dire à peu près 6 ou 7 fois le salaire annuel d'un ouvrier.
Donc c'est absolument hors de prix, mais il a prévu une guillotine sur un échafaud. Donc l'idée de la guillotine au ras du sol, personne n'y pense, et un échafaud extraordinairement beau, en acajou, avec du cuivre, enfin quelque chose qui précisément mettait en valeur l'objet. Alors son projet va être abandonné et on va préférer une guillotine, si j'ose dire populaire, démocratique, Ikea, à 800 livres seulement, ce qui était déjà beaucoup très cher. Hein. Et c'est cette guillotine-là qui est mise en place. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'elle est expérimentée à partir de 1792, elle est expérimentée devant des individus qui sont, mais je le comprends, hein, ébahis de la modernité de ce qu'ils ont créé. C'est-à-dire qu'on est dans le moment où il y a cette avancée absolue du temps, c'est la rapidité. Bon, il y a une citation que je n'ai pas faite de Guillotin, le souffle d'air sur la nuque, hein, mais, parce que c'est apocryphe, mais là, en tous les cas, tout le monde est absolument ébahi de cette rapidité et un peu séduit. C'est-à-dire l'idée même du refus de la mort, pratiquement personne ne l'a. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et l'idée de cette absence de mise en scène, personne ne l'a non plus. Alors ça, c'est à la fois réclamé par les habitudes, c'est aussi quand même réclamé par la justice. Il est nécessaire que la justice soit, au sens strict, exemplaire. Pour être exemplaire, il faut qu'elle soit montrée, qu'elle soit publique, montrée, et qu'elle fasse peur aux méchants. Donc on est bien là dans cet ensemble-là. Le problème, évidemment, c'est que l'émotion révolutionnaire, au sens propre du mot, balaye tout ça et transforme la guillotine autrement. Là, elle a fait devenir une identification aux revendications proprement révolutionnaires. Oui, moi je suis juriste et j'ai une question à poser à propos des femmes enceintes qui, à l'époque, ne dépendaient pas de cet instrument affreux. Donc si j'avais été avocat à l'époque, j'aurais conseillé à ma cliente de se faire mettre enceinte pour échapper à la guillotine. Mais comment le prouver ? Est-ce la rondeur du ventre? Est-ce un certificat médical? Enfin, voilà. Merci de me répondre. Oui, non, mais écoutez, vous avez raison hein, de votre question, qui est encore pire que tout ce que je viens de dire, avec une question à laquelle que vous ne posez pas, à laquelle je ne peux pas répondre, ça tombe bien, c'est que je n'arrive pas à savoir quelle a été la première femme guillotinée. On connaît le premier homme, on le connaît parfaitement. La première femme, je ne sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Bon, alors vous avez parfaitement raison, et c'est un énorme problème. Hein. Parce que Olympe de Gouges, dont j'ai parlé après, avait précisément rappelé que les femmes ayant le droit de monter à la guillotine, elles avaient le droit de prendre la parole. Bon, précisément, Olympe de Gouges va monter sur l'échafaud et passer à la guillotine avec un attendu qui est absolument abominable, que je vous cite, puisque l'homme de Gouges, précisément, dit « Je ne peux pas être guillotinée, je suis enceinte ». Et les députés en rigolent, en disant de toute façon elle est trop vieille. Sick. Bon. Donc elle ne sera pas examinée. Et la réponse c'est ça, c'est l'examen, c'est-à-dire que des matrones, comme on dit à l'époque, sont chargées d'examiner les condamnées enceintes, de statuer sur leur état si elles sont ou non enceintes, et le cas échéant d'attendre effectivement 1 mois ou 2 mois pour que effectivement la grossesse apparaisse et attendre à ce moment-là que les femmes accouchent pour être guillotinées. Donc il y a là une procédure, alors une procédure qui est abominable, une procédure qui n'est pas du tout extraordinaire, parce que c'est la procédure qu'on trouve partout. Hein. C'est une procédure qu'on va trouver, je pense, si vous voulez, 1799, la révolution napolitaine, c'est précisément ce qui va se passer pour une des responsables des jacobines napolitaines. Donc on a affaire là à une codification en quelque sorte traditionnelle, qui était qu'effectivement on n'envoyait pas à la mort des femmes enceintes. Et maintenant, quand vous évoquez l'idée, si j'étais avocate, je dirais à mes clientes, rassurez-vous,
elle n'avait pas besoin d'avocat, puisque ce qui était dénoncé, c'est que dans un certain nombre de prisons qui étaient des prisons mixtes, enfin mixtes de fait plus que de droit, il y avait effectivement, ça a été suffisamment dénoncé par les observateurs du moment, un certain nombre de liaisons qui s'établissaient pour que précisément des femmes puissent être enceintes de la part de condamnés et éviter la mort. Donc, non, c'est quelque chose qui rentre parfaitement dans quelque chose qui est malheureusement bien connu. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le moment historique au XXe siècle dans lequel on a interdit au public d'assister aux exécutions? Je ne vais pas le faire. Je crois que c'est dans les années 1930, 1931 ou 34. Quand effectivement, mais je pense que vous le savez peut-être mieux que moi. Oui, je pense que c'est ça. Et c'est 34, hein? Ah oui. 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 Donc, voulez-vous donner le micro, on vous le rendra. Oui. Alors, il me semble Oui. que c'était après l'exécution de Gorgoulov, qui était donc un Russe émigré, enfin fou, enfin qui était anormal, et qui avait tué le président Doumer. Oui, et donc, il a été exécuté, mais il avait un cou très très large, et ça a été une boucherie épouvantable. On s'y est repris à plusieurs reprises, et donc c'était tellement affreux. Je crois que ça a été, enfin, il me semble, il faudrait vérifier, mais en tout cas, c'était dans ces années-là, aux environs de 34, 35. Oui, c'est ça. Pour voilà, moi aussi, ouais. c'est 34. Ouais. Et merci Hélène. Non, et ça correspond bien au moment où il y a un changement de sensibilité. Et puis ces questions-là, c'est des raisons politiques, mais aussi de sensibilité, où on va réserver effectivement la guillotine à une enceinte privée. Bon. Et ça me semble... mais c'est un autre tournant. Puisque au XIXe siècle, la guillotine reste publique et reste quelque chose qui est aussi spectaculaire. Au passage, bon, je ne pensais pas à Gorgoulov, la question s'était presque posée pour Louis XVI. Hein. Louis XVI qui était un colosse, qui faisait 1m90 et dont on avait eu la peur que la tête ne passe pas au travers de la fenêtre de la guillotine. Hein. Bon, on ferme la parenthèse, voilà. Bon, merci pour cette conférence. Je reviens sur la question de madame. Alors, de mémoire, vous me direz si j'ai tort, mais un cas connu, c'est le cas de la princesse de Monaco, qui donc a été condamnée, je crois que c'était le 7 Thermidor, c'est-à-dire au moment juste avant la chute de Robespierre. Alors, elle venait, je crois, du couvent des oiseaux, qui était décrit comme étant le lupanar le plus élégant de Paris. Et puis payer la section pour ne pas être dénoncé à Fouquier-Tinville. Bon, enfin, peu importe. Toujours est-il qu'elle est condamnée à mort, et là, elle a dit « je suis enceinte ». Donc, effectivement, pour le lendemain, on prévoit l'examen, et puis finalement, elle se dit « moi, ça me déshonore, cette affaire-là voilà. ». Donc, elle va voir Fouquier-Tinville, qui lui dit « bon, ben, vous serez guillotiné demain ». Elle a été effectivement guillotinée, je crois que c'était le 9 Thermidor. Le président Dumas donc, lui l'envoie à la guillotine, et puis une heure après, il était arrêté dans la purge anti-robespierriste. Oui, vous avez raison. Mais il faut ajouter que c'est la princesse de Monaco, vous avez raison de le rappeler, a assumé sa marche à l'échafaud en se faisant couper les cheveux. Mais c'était une femme qui apparemment était extrêmement belle. Elle avait 26 ans, oui. Oui, qui est vraiment là, sa mort avait sidéré un peu les gens, et elle avait distribué ses cheveux aux enfants. Donc on est bien à ses enfants. Donc on est bien là dans cette mise en scène. La mise en scène est des deux côtés. Hein. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Alors, autre chose, bon, personnellement, je pense que, si vous voulez, bon, la Révolution, c'est un bloc. Hein, il faut la prendre en bloc, comme disait Clémenceau. Bon, il y a eu des choses très bien, il y a eu des choses moins bien. Et puis, il y a eu un engrenage. Bon. Alors, cela dit, la guillotine, elle cache un petit peu tout cet engrenage juridique. Alors, il y a eu un certain nombre de livres qui sont sortis, et j'aimerais avoir votre avis sur un livre qui est sorti récemment d'un professeur de droit, Jacques Villemain, qui s'appelle Vendée, 1793-1794. Alors, pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, je pense que c'est la majorité, il essaie d'appliquer à la guerre de Vendée les critères de droit qui ont été établis avec le procès de Nuremberg, donc contre les nazis, puis avec les deux tribunaux pénaux internationaux sur le Rwanda et sur la Yougoslavie, et puis enfin
avec les traités internationaux et la création de la Cour pénale internationale. Alors, ce livre, à mon avis, est absolument passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur toute cette jurisprudence en matière de crimes de guerre, en matière de crimes contre l'humanité et en matière de génocide. Et il instruit le procès. Alors, j'aimerais ce que vous en pensez. Savoir ce que vous en pensez. Je ne vais pas me défiler, nous n'avons pas beaucoup de temps, et je pense qu'on peut passer à d'autres questions après. Donc, Jacques Villemin n'est pas professeur de droit et juriste dans une administration, ça n'enlève rien à ses qualités. En revanche, sur l'écriture du livre, il assimile beaucoup trop, enfin il amalgame beaucoup trop de choses sans aucune vérification. Je le prends, moi, à défaut de son argumentation à de très nombreuses reprises. Si, pour le dire simplement, j'en ai fait un texte qui est dans un petit blog que j'ai sur Mediapart que vous pourrez consulter. Ce livre est, excusez-moi de le dire comme ça, une aberration en droit. Et c'est aisément démontrable. Donc non, là je suis désolé d'être en total désaccord avec ce que vous dites. Et notamment sur tout ce qu'il va dire de la jurisprudence de Nuremberg, sur laquelle il ferait mieux d'être beaucoup plus prudent, et sur la dénomination du génocide, sur laquelle, là aussi, il est absolument imprudent, avec une absence de maîtrise des sources historiques. Là, je suis désolé, l'histoire, ça s'apprend et ça se vérifie. Et on ne met pas n'importe quel fait comme ça, sorti du chapeau, pour prouver n'importe quoi. Et si vous me permettez aussi, abandonner Clémenceau. Parce que sa tirade de 1891 contre Victorien Sardou, c'est beau, ça a de la gueule, c'est tout. Le reste, c'est idiot. Bon. Et là-dessus, je crois qu'il faut être, avec les révérences qu'on peut donner à Clémenceau, voilà. On revient à la guillotine. Oui, bonjour. Si, ça va. Vous nous avez bien souligné le paradoxe de cette période, puisqu'il y a théâtralisation alors qu'a priori c'est un siècle qui se veut de la raison et une volonté de mettre en œuvre une société mue par la raison. Est-ce qu'il y a eu des voix s'opposant à cet afflux d'émotivité au moment des exécutions, ou bien de la part de ceux qui étaient condamnés, ou bien de la part de ceux qui condamnaient? Est-ce qu'il y a des textes qui nous font pénétrer un petit peu sur la nature de leur réaction? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, l'émotion déborde complètement toutes les institutions. Et l'émotion est tout le temps présente. Et là, c'est quelque chose qu'il faut effectivement envisager dans cette complexité. Les exécutions sont source d'émotions considérables. Les procès, pour les procès qui existent, ont toujours été empreints d'une grande débauche d'émotions. On n'est pas dans l'exercice systématique de la raison, ça je crois qu'il faut le dire simplement aussi. On est bien là dans le jeu des passions. Je l'ai dit tout à l'heure incidemment, je peux revenir dessus. Moi, ce que je trouve d'ennuyeux dans la position hostile à la peine de mort que Robespierre adopte, c'est que précisément en se réfugiant derrière une position de principe, il évacue complètement la mise en application de la peine et la distribution de la justice. Il a gommé précisément ce qu'il ne voulait pas voir, c'est-à-dire les meurtres qui avaient eu avant et qu'il avait absous, comme les meurtres qui ont eu lieu après et qu'il va défendre, puisque en novembre 1792, il va approuver les massacres de septembre. Donc on est bien là dans un moment où la raison est toujours dépassée par l'émotion. Bon. Alors maintenant, si on prend un peu plus de recul encore, quand vous dites le siècle de la raison, moi je vais vous dire, là aussi, s'il vous plaît, arrêtons. C'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est pas le siècle de la raison. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les Lumières
ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas un mouvement qui va vers une imposition de la raison, c'est un mouvement extraordinairement complexe dans lequel, précisément, il va y avoir des passions qui vont être mêlées, et il y en a une notamment qui fait partie de ces lumières, c'est la passion du sublime. Et cette passion du sublime, ce sentiment d'effroi devant la terreur, que Burke, mais Diderot, mais Kant vont développer et essayer de comprendre, ça fait partie du siècle des Lumières. C'est-à-dire l'idée d'un siècle qui serait rationnel, qui serait totalement organisé autour de principes, jamais, jamais, jamais. Bon. Et qu'un historien américain, Darnton, a fait un livre qui s'appelle « La fin des Lumières » pour montrer que précisément dans ces lumières, une grande partie de ces lumières sont des lumières noires, du mysticisme, de la franc-maçonnerie mystique. Et puis, surtout, la Révolution fonctionne, mais il ne faut jamais l'oublier, avec l'eschatologie, avec le millénarisme, avec l'attente de l'âge d'or. Il n'y a pas quelqu'un comme Marat représente parfaitement ces attentes qui sont des attentes millénaristes et pas rationnelles d'un temps qui serait organisé. Et il me semble qu'il faut, et ce sera peut-être le mot de la fin, bien rappeler que Kant avait écrit auparavant qu'il n'était pas possible d'établir une démocratie directe, une démocratie qui respecte complètement les lois, parce que le bois tordu de l'humanité était là et l'on empêchait absolument. Donc, de grâce, la Révolution a essayé d'introduire la raison dans les passions l'ont emporté, et c'est, il me semble, ce rapport-là qu'il faut toujours garder en tête, et soi-même essayer de ne pas être passionné pour envisager tout ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci.